chacune, vous puissiez vous présenter un petit peu. Donc, on a la chance d'avoir trois chanteuses lyriques de trois territoires d'outre-mer. Donc, c'est ça. Et donc, est-ce qu'on peut commencer par toi, Marie-Laure? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en quelques mots, voilà, ton parcours, comment tu en es arrivée là? Alors, je suis donc Marie-Laure Garnier, j'ai 31 ans, je viens de Guyane. J'ai commencé mon parcours artistique en Guyane. J'ai quitté ma Guyane natale à l'âge de 14 ans pour faire de la flûte traversière et intégrer le Conservatoire de Paris. Et très rapidement, je me suis rendu compte que j'aimais aussi chanter et que j'avais envie d'en faire mon métier. Donc, du coup, de fil en aiguille, eh bien, j'ai intégré le Conservatoire national supérieur de musique. Et toujours de fil en aiguille, eh bien, j'ai fait de plus en plus de scènes jusqu'à la fin de mes études et ça s'est enchaîné très naturellement. Donc, je ne sais pas si on se tutoie, on se voit, mais en tout cas, ça a été plus un parcours professionnel. Vous êtes professionnalisé. Exactement. J'étais partie de Guyane dans le but de me professionnaliser. À la base, je voulais devenir prof de flûte. Et donc, le fait d'avoir changé de discipline m'a amené sur de nouveaux chemins qui ont été d'une grande richesse et une grande ouverture, pardon, sur un monde, celui du lyrique, euh, auquel je ne m'attendais pas en réalité. J'y étais pas spécialement préparée non plus. Et voilà, mon parcours m'a permis de découvrir réellement ce que c'était le lyrique et puis ce qu'impliquait le fait de devenir chanteuse lyrique. Et je crois que, parce que ce n'est pas quelque chose de très commun, en fait, pour nous, les gens originaires d'outre-mer, d'être finalement portés vers cet art. Qu'est-ce qui a fait le déclic pour chacune de vous? Qu'est-ce qui a créé le déclic? En ce qui me concerne, je dois reconnaître que mes parents, déjà, quand j'étais petite, m'avaient offert beaucoup de disques qui me permettaient d'écouter de la musique classique et notamment des chœurs d'opéra. Et puis, je le disais quand on a échangé un peu avec Jennifer au téléphone, j'ai eu aussi la chance, quand j'étais petite, d'entendre et d'assister à des spectacles lyriques. Et notamment, Carole fait partie des premières voix lyriques que j'ai entendues en live. Et ça a été très constructeur en réalité. C'est une chose d'écouter des disques, c'est encore une autre chose de voir en chair et en os des artistes se produire sur scène. Et puis quand plus tard, eh bien, j'ai décidé d'en faire mon métier, eh ben, mine de rien, j'avais inconsciemment déjà un bagage qui m'a permis ensuite de m'appuyer là-dessus pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Et je laisse la parole à mes collègues. Ben, Carole, c'est toi la pionnière alors dans tout ça. Carole Vinitolo, soprano lyrique guadeloupéenne, et avec un parcours assez atypique parce que je découvre le chant lyrique à l'âge de 10 ans à travers donc 33 tours, donc un vinyle d'une chanteuse indonésienne qui mariait le chant lyrique au rock, en fait, donc déjà un mariage de musique. Et donc, je prends des cours de chant avec le seul professeur de chant lyrique qu'il y avait en Guadeloupe, il y a 40 ans de cela. Et donc, lorsque je pars faire mes études à Paris, je continue à prendre des cours de chant au Conservatoire de musique Alfred de Vigny. Et mon prof de chant me dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas que des études de chant lyrique ?» Et je lui explique que dans mon pays, il y a 40 ans de ça, hein, vous imaginez que dans mon pays, si je veux retourner y travailler, je ne peux pas être chanteuse lyrique professionnelle et que donc c'est un choix difficile, mais un choix que j'assume et que par conséquent, je souhaite faire deux choses à la fois et ne pas en faire mon métier, mais le pratiquer de la manière la plus professionnelle possible. Et c'est ce qui va se passer. Je vais retourner en Guadeloupe 5 ans plus tard. Et donc, à partir de ce moment-là, donc il y a plus de 25 ans de cela, faire de la démocratisation du chant lyrique mon cheval de bataille. Et moi, je suis très, très attentive et très, comment dire, admirative du parcours
aussi bien de Marie-Laure que celui de Clara. Marie-Laure et moi avons déjà eu l'occasion d'en discuter et je lui dis ce déracinement si jeune, c'est admirable parce qu'on rentre dans un monde, dans un univers absolument inconnu. Et moi, ce qui m'a motivée, c'est que j'ai trouvé que l'opéra était quelque chose d'exceptionnel et que l'on aime, que l'on n'aime pas, qu'on y soit sensible ou pas, personne ne reste jamais indifférent à la performance vocale. Et moi, toutes les initiatives dont on va parler tout à l'heure sont évidemment les bienvenues, conjuguées les unes aux autres, parce que moi, je n'avais pas vraiment le choix si je voulais revenir dans mon pays, tandis qu'aujourd'hui, on peut très bien avoir une carrière de professionnel et donner des concerts en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, et en même temps rayonner de point de vue international. Donc, c'est un choix de toute façon difficile parce que le déracinement est toujours difficile. Et c'est un choix que je salue et cette génération, mais je suis très admirative de cette nouvelle génération qui en fait le choix. Merci beaucoup. Clara, alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Oui, qui écho à celle de ton invité. Du coup, donc Clara Bellon, artiste lyrique aussi, soprano également. Je suis contente aussi de découvrir les parcours des unes des autres. Je vais me présenter rapidement, mais c'est vrai que moi, je suis aussi admirative du fait que toi, tu aies pu rester sur ton île. Et c'est vrai que nous, on a fait ce choix de partir. Et c'est vrai que on aura l'occasion d'en parler, mais c'est difficile de se projeter, de se dire, tiens, en fait, si je reste sur mon caillou, entre guillemets, est-ce que je peux continuer, persévérer et avancer. Donc, je trouve que c'est fort aussi ce que tu nous dis. Voilà. Bon, c'était la transition, mais par rapport à ce que vous disiez toutes les deux, ben moi j'ai découvert aussi le chant lyrique en fait en écoutant un CD quand j'étais petite et les voix lyriques m'ont transportée. À partir de là, je pense que ça m'a, enfin vraiment, il y avait comme un état de grâce qui m'a touchée et que j'ai eu envie de toucher de plus près. Et c'est vrai qu'à La Réunion, à l'époque, il n'y avait pas forcément d'opéra qui était joué. J'ai jamais eu en fait l'occasion de pouvoir écouter des spectacles d'opéra en live en fait. Mais il y avait par contre, il y avait beaucoup de chants, de musique sacrée, de choses comme ça dans les églises. Il y avait des concerts classiques. Donc, moi, j'ai eu la chance aussi de démarrer sur l'île, du coup, à 17 ans, au conservatoire, parce qu'effectivement, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler, mais contrairement aux autres territoires des Outre-mer, eh ben, il y a pas, enfin, on a la chance d'avoir des conservatoires sur l'île de la Réunion. Il y a même 4 conservatoires. Donc, voilà, c'est assez, on a de la chance pour ça. À l'époque, je m'étais présentée à 16 ans et on m'avait dit, ah ben non, vous êtes trop jeune, il faut attendre d'avoir au moins 17 ans pour que la voix soit suffisamment mûre, mature pour ne pas s'abîmer. Donc, j'avais attendu. Voilà, et puis j'avais aucune connaissance du solfège. Je n'avais pas vraiment idée non plus de ce qui m'attendait en tant que professionnelle derrière. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Mais c'est vrai que voilà, j'avais cette envie, je me suis présentée. Alors à l'époque, je me suis présentée avec un air des choristes du film Les choristes. Et il y avait des personnes voilà, qui se présentaient avec Gabriel Fauré, Mozart. Bon, moi, je ne savais pas lire le solfège, donc je me suis dit, voilà, je présente un air des choristes, puis on verra bien. Et puis la prof de l'époque, qui s'appelait Françoise Lallemand, qui est malheureusement décédée aujourd'hui, m'a entendue et m'a dit, effectivement, vous chantez juste, il y a quelque chose à faire, donc c'est parti, voilà. Et puis de là, dès la première année, en fait, moi, ça m'a subjuguée et j'ai eu envie d'aller plus loin, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, tu disais, Clara, qu'effectivement, par rapport à la Guadeloupe ou par rapport à la Guyane, effectivement, la Réunion
on a voilà, 4 conservatoires. Est-ce que, voilà, je veux dire, comment est-ce que vous le vivez justement, le manque de structure, le manque d'accompagnement finalement au sein de vos régions? Quel est le, voilà, je veux dire, c'est un vrai manque. Est-ce que c'est en train de changer? Est-ce que les choses sont en train de bouger? Voilà, enfin, je pose la question à Carole et ensuite à Marie-Laure sur ce sujet-là. Alors, en Guadeloupe, évidemment qu'un conservatoire fait cruellement défaut. Il fait cruellement défaut parce que nous avons de véritables talents. Alors, il y a des petites écoles de musique. Il y a également des communautés d'agglomération, une en particulier qui structure un certain nombre d'établissements où il y a des professeurs qui sont invités à aller plus loin dans leur formation et dans leur formation diplômante. Mais cela reste quand même très confidentiel par rapport à des conservatoires où il y a donc une formation de très haut niveau. Et malgré cela, nous en sommes à de nombreux talents qui émergent et qui sont obligés eux aussi de partir. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est un vrai débat. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on parle de conservatoire, que tout le monde est unanime à dire qu'il en manque et qu'il serait le bienvenu. Mais nous sommes également très véhiatifs au fait qu'il faut également que les professeurs puissent avoir des formations diplômantes leur permettant, les professeurs de chez nous, leur permettant d'enseigner dans ces conservatoires. Ce n'est pas encore le cas. Alors, c'est en train d'être initié, mais ça mérite d'être approfondi et généralisé parce que c'est la première étape, me semble-t-il, qu'il y ait des personnes à un niveau de diplôme leur permettant d'enseigner dans ce conservatoire. Mais je dois dire qu'il y a de véritables miracles qui s'opèrent chez nous. Les miracles sont certainement d'ailleurs ces chanteurs qui émergent et qui se documentent, qui font des masterclass en permanence. Nous avons l'opportunité avec Caribe Opéra, initié par Jean-Loup Pagési, d'avoir donc des professeurs qui viennent de France régulièrement, une fois par mois, faire une semaine de masterclass pour des personnes de tous âges, des personnes de tous horizons musicaux, pour les former à la voix. Et ce sont des professeurs de conservatoire qui ont de très haut niveau. Donc, ça commence à bouger, mais nous en sommes loin. Et moi, je me souviens que lorsque je suis partie à l'âge de 18 ans faire mes études et que j'intègre le conservatoire, et que je discute avec mon professeur, alors je vous parle de ça, ça fait très longtemps, et elle me dit, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes comme vous qui s'intéressent à ça? Je lui dis, de ma génération, pas à ma connaissance. Et elle me dit, mais c'est quelque chose à fouiller, les autorités, les politiques devraient œuvrer. Je crois que les choses sont en train de bouger. Elles bougent évidemment trop lentement par rapport aux talents qui ont besoin d'aide, de soutien et autres. Et il n'est pas normal que nous soyons obligés de faire 8000 kilomètres pour pouvoir avoir accès au même niveau de formation que ceux qui sont en France. Ce n'est pas normal. Finalement, on peut considérer que c'est un art un peu élitiste. Je veux dire, à partir du moment où on a les moyens d'envoyer nos enfants ou alors on a les moyens de se payer un masterclass, on peut effectivement avoir accès à cette discipline, mais ce n'est pas forcément donné à tous, quoi. Je ne sais pas, je veux dire, toute classe sociale ne peut pas forcément avoir accès à cette formation, on va dire. Alors, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Il y a une des communautés d'agglomération de la Guadeloupe qui porte un projet national qui s'appelle l'Orchestre Junior Demos. Et en fait, ce sont des enfants issus de quartiers difficiles qui n'ont pas accès forcément à la culture, qui ont été sélectionnés par les villes, par les services culturels des villes, et qui, depuis 3 ans, sont formés par des professeurs de musique et de chant en Guadeloupe, où il y a des chefs d'orchestre de la Philharmonie de Paris, parce que c'est la Philharmonie de Paris qui a initié ces projets-là. Et d'ailleurs, ce projet, dans les Outre-mer, n'existe qu'en Guadeloupe et à La Réunion. Il n'existe nulle part ailleurs dans les Outre-mer. Il y en a plusieurs autres sur le territoire français, dans l'Hexagone. Mais alors, ça, c'est très intéressant parce que, justement, des classes sociales défavorisées, entre guillemets, peuvent avoir accès à cet enseignement. Et après 3 ans d'enseignement, eh bien, aujourd'hui, en 2021, ils ont le niveau de première année de conservatoire. Ce n'est pas rien, mais ça reste très, très isolé.
Donc, nous militons pour la formation des professeurs pour qu'ils aient des diplômes leur permettant d'enseigner dans des conservatoires et évidemment ensuite, dans une logique à l'ouverture d'un conservatoire où il y aurait évidemment des gens qui viendraient de l'extérieur pour enrichir ce corps professoral, mais également et en majorité, bien sûr, des gens de chez nous qui connaissent toutes les problématiques de la Guadeloupe, notamment en termes de musique et de chant. Et pour Marie-Laure, sur ce point de vue-là, partager ton... Alors, en Guyane, il y a eu à un moment de façon générale, il y a plusieurs classes de chant. Malheureusement, il y a eu, à ma connaissance, parallèlement dans des écoles différentes, 2 classes de chant lyrique et il n'en reste plus qu'une. J'espère ne pas me tromper, au conservatoire de Cayenne d'ailleurs. Voilà, mais je m'inscris complètement dans ce que vient de dire Carole. Il me semble qu'il est indispensable que les écoles de musique et les conservatoires soient, en tout cas, permettent aux jeunes et aux moins jeunes qui le souhaitent d'avoir un corps professoral dans lequel il y a un prof de chant ou plusieurs profs de chant compétents, évidemment. Et puis, je crois aussi que une des grandes... Ton micro est coupé. C'est depuis 3 ans la création du concours Voix des Outre-mer qui contribue justement à faire la promotion de l'art lyrique et qui va chercher des talents et qui permettent à ces talents aussi à la fois de se découvrir et à la fois de pouvoir aller plus loin, en tout cas pour ceux qui sont déjà plus avancés, en leur permettant d'avoir des masterclass, des cours de chant, une préparation à l'entrée dans des conservatoires différents en fonction des profils. Voilà. Donc, c'est un concours qui contribue aussi, comme Caribe Opéra, à faire bouger les choses. Et je pense que même si on a des combats chacun dans son territoire ou alors qui brassent plusieurs territoires, je pense que c'est important de noter qu'on avance tous dans la même direction. C'est vraiment dans le but que nous puissions tous, dans tous les territoires d'outre-mer, avoir le même accès, comme Carole le disait si bien, avoir la même possibilité de faire du chant lyrique et que ce ne soit plus considéré comme quelque chose d'élitiste, mais vraiment qui soit tout à fait normal, quel que soit là où on se trouve. C'est vrai que pour reprendre ce que vous disiez toutes les deux, c'est vrai que c'est quand même un art qui est quand même assez élitiste, entre guillemets, parce que on en parlait tout à l'heure, mais en fait, on a ce besoin d'être tout le temps, de se former, de continuer à avancer. En fait, tout au long de notre évolution de carrière, on continue de se former, en fait, d'avoir toujours besoin d'aller voir un coach, un chef de chant en piano, quand on travaille un nouveau rôle, de le travailler, d'aller voir un coach si on travaille un opéra en italien, de vérifier que notre diction italienne est bonne, pareil en allemand. Donc, on a toujours besoin, on ne peut pas vraiment avancer seul, on a toujours besoin d'une équipe autour de soi. Et ça, déjà, est forcément, en fait, à partir du moment où on arrive sur une production, il faut qu'on soit prêt pour jouer avec les collègues et l'orchestre. Et donc, en fait, on doit arriver à être prêt. Donc, forcément, cette formation, elle a un coût déjà. Et puis, en amont aussi, il y a aussi toutes ces masterclass qui vont nous permettre de se former, de rencontrer aussi d'autres personnes parce que c'est un espèce de maillage, donc le réseau, c'est essentiel. Et quand on ne passe pas par des grandes institutions, comme typiquement le CNSM, ou du coup, peut-être que Marie-Laure, tu pourras nous en parler, mais c'est vrai que c'est difficile en fait, parce que on a l'impression d'être un peu isolé, et donc voilà, on a envie d'y aller, mais en même temps, tant qu'on n'est pas dans le circuit, c'est compliqué.
c'est compliqué. C'est vrai que justement, ce qu'a mis en place Fabrice Di Falco avec le concours Voix des Outre-mer, ça a permis… Fabrice, qu'on salue d'ailleurs, puisqu'il nous a dit qu'il allait voilà, nous suivre. On espère voilà, avoir ses commentaires sur la rencontre d'aujourd'hui. On n'est pas en live, mais bon, là, j'ai un petit problème avec ma lumière, donc je vous laisse continuer. En fait, par rapport à tout ce genre d'initiative, ça permet aussi de se rencontrer les uns les autres, de tisser aussi ce réseau et puis d'élever les Outre-mer vers le haut, quoi, parce que c'est vrai que sinon aussi on est un peu dans l'oubli et c'est compliqué en fait, tant qu'on n'a pas intégré… Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai à l'heure actuelle en France. Quand on n'a pas fait de grandes écoles, c'est toujours plus compliqué. Après, je pense qu'il n'y a rien d'impossible et la volonté fait pour beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, si on n'est pas épaulé, aidé par une structure, c'est quand même compliqué. Vous parliez donc justement est-ce qu'il y a, par rapport à votre parcours, etc., est-ce que vous avez rencontré, bon, vous, peut-être par rapport à vos origines, des difficultés, le fait de venir de Guadeloupe, de Martinique, est-ce que vous avez subi le racisme, en fait, dans votre parcours en tant qu'originaire enfin, est-ce que vous avez senti des différences par rapport à d'autres qui sont en métropole ici. Enfin, je ne sais pas, je vous pose la question parce que je sais qu'il y a eu un rapport de la diversité, là, donc par rapport au métier du lyrique, etc. Et je voulais savoir comment est-ce que vous le viviez, donc dans votre identité. En fait, en 2001, j'ai représenté la Guadeloupe qui avait été représentée pour la première fois au concours national de chant lyrique à l'Opéra de Massy. Et donc, j'avais gagné le concours Guadeloupe-Martinique-Guyane et j'arrivais là-bas. Il faut dire que j'arrivais là-bas à l'âge de 30 ans. Donc, j'étais la plus âgée de ce concours. J'étais encore dans le cadre de la tranche d'âge. Et donc, moi, je me souviens de ces jeunes filles qui me disaient mais on chante du chant lyrique en Guadeloupe, ah bon, mais c'est pas du tam-tam. Et qui vraiment s'étonnaient que l'on s'intéresse même au chant lyrique lorsqu'on était ilien et lorsqu'on était des Antilles. Et évidemment, elles avaient plusieurs wagons d'avance parce qu'elles étaient formées depuis le très jeune âge en conservatoire, ce qui n'était pas mon cas, même si je m'étais préparée à ce concours. Donc, la discrimination, pas vraiment parce que peut-être que je n'ai pas suivi cette filière professionnelle, donc je n'ai peut-être pas eu le temps de la subir parce que j'ai beaucoup exercé mon art en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Mais oui, je me souviens qu'en 2001, les jeunes chanteurs qui étaient à ce concours s'étonnaient que le chant lyrique puisse nous intéresser. Je leur avais expliqué que lorsque la pensée est grande, elle est universelle. Eh bien, lorsque le patrimoine artistique et le patrimoine musical est grand, il est aussi universel et que chacun d'entre nous, donc, peut se l'approprier, quelles que soient les latitudes sur lesquelles il est né. Oui, tout à fait. Et toi, donc Marie-Laure, quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que vous êtes engagée, enfin vous êtes engagée par rapport à ces questions? Alors, en l'occurrence, moi, je n'ai pas été, j'ai pas été dérangée par ces questions-là parce que j'étais avec des gens intelligents de toute évidence. Par contre, une fois qu'on est lancé dans le milieu professionnel, il y a des comment dire, ce ne sont pas des marques de racisme, mais je pense que la pensée de l'art lyrique, donc du spectacle lyrique dans tout ce que ça comprend, ne s'est pas encore re-questionnée sur les à côté du chanteur, c'est-à-dire quand on met en scène des chanteurs, il peut y avoir des chanteurs blancs, des chanteurs asiatiques, des chanteurs maghrébins, des chanteurs noirs, des Indiens, il peut y avoir de tout. Donc, quand on pense aux couleurs, il faut faire attention parce que toutes les couleurs ne vont pas forcément aller à notre couleur de peau. Mais quand on parle du maquillage, c'est pareil. Arriver et s'entendre dire en fait, je suis désolée, j'ai pas votre couleur, j'ai pas votre carnation pour le fond de teint.
ça dérange un peu. Alors qu'on soit obligé d'apporter notre propre maquillage une fois, ça peut passer encore, mais c'est vrai que plusieurs fois de suite, on se dit, bon, ce serait bien qu'ils se mettent un peu à la page. Pareil, enfin, sont des choses, sont des choses un peu annexes. Pour moi, c'est pas du racisme, c'est de la méconnaissance. Et je pense qu'il faut qu'on fasse preuve d'intelligence en retour et face à ça, en faisant de la pédagogie. Juste, moi, si on me fait des photos sur un fond marron, ça va pas le faire. Si on me demande de me coiffer chez moi parce qu'on ne sait pas me coiffer, ça non plus, c'est pas audible pour moi. Donc, c'est tout un tas de petites choses comme ça qui n'ont l'air de rien, mais qui sont quand même très importantes dans un art qui est aussi visuel. Et donc, du coup, voilà, ce sont les choses qui m'ont interpellée comme ça de prime abord. Et puis, je pense que là où, en venant d'outre-mer, on est aussi défavorisé quand on s'engage dans cette voie du chant lyrique, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, voir des spectacles, c'est extrêmement important. C'est important parce qu'on se familiarise avec cette culture, on se familiarise avec ces sonorités, les différentes voix, les différents timbres de voix, le fait de voir des acteurs, des chanteurs, d'assister à des spectacles, de se familiariser avec le répertoire. Alors pour le coup, moi, quand j'ai commencé, c'était un peu ma carence. C'est que oui, j'avais entendu beaucoup de chants lyriques parce que j'écoutais beaucoup de disques et que mes parents étaient tout à fait favorables à ce projet. Mais j'ai eu besoin de beaucoup travailler pour rattraper justement cette méconnaissance du répertoire. Parce que quand vous rentrez au conservatoire, on s'attend à ce que vous sachiez déjà quels airs vont aller avec votre voix. Et quand vous débarquez dans ce nouvel univers, eh bien, il faut travailler doublement, à la fois sur le plan technique, à la fois sur le plan de la culture, et puis s'approprier justement cette culture et qu'elle soit tellement intégrée que vous puissiez dire, ben voilà, je vais chanter aujourd'hui l'air de la comtesse et que vous ne soyez pas à côté de la plaque en permanence. Parce qu'on peut tout à fait entendre au départ que vous ne savez pas tout, que vous êtes là pour apprendre, mais très rapidement, il faut quand même que vous ayez un certain bagage culturel qui vous permette de suivre le mouvement et pas attendre uniquement de l'institution qu'elle vous apporte tout parce que ce ne sera jamais le cas. Et ça rejoint tout à fait ce que disait Clara tout à l'heure. On a sans cesse besoin d'être coaché, de se remettre en question. Et tout ça, c'est hyper important que les ultramarins aussi puissent y avoir accès. Ce n'est pas le tout d'avoir des professeurs et d'avoir des conservatoires. Il faut que aussi le rayonnement sur le plan local puisse se faire et que les chanteurs ultramarins eux-mêmes puissent rayonner en fait déjà sur leur île ou sur leur département pour que ça puisse donner aussi envie à d'autres. Moi, je trouve ça merveilleux dans mes souvenirs qu'une des premières voix que j'ai entendues, ce soit celle de Carole ou de Magali Léger. Parce qu'en réalité, ce sont des personnes qui me ressemblent. Ce sont des personnes auxquelles j'ai pu m'identifier et qui ont créé une étincelle en moi. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas s'identifier à d'autres, mais ça donne encore plus envie quand on voit que ça existe. Voilà, que c'est possible. Exactement. Voir une chanteuse lyrique ultramarine, c'est possible, ça existe. Et moi, peut-être qu'il y a des petites filles ou des petits garçons qui diront moi, je veux être Loïc Félix ou moi, je veux être Clara Bellon ou d'autres. Marie-Laure Garnier. Oui, mais pourquoi pas? Non, mais ça s'entend tellement, je veux être Céline Dion. Ouais, non, mais voilà, non, mais. Voilà. Donc, tout est possible. Encore faut-il savoir que ça existe. Exactement. En tout cas, merci pour ces témoignages. Je ne sais pas, Cynthia, peut-être peut relancer. Oui, c'est vraiment intéressant. Et moi, j'aurais aimé que vous puissiez nous dire, selon vous, c'est quoi vraiment les clés en fait du succès? Vraiment, sur quoi on doit vraiment pouvoir compter pour pouvoir faire une carrière professionnelle dans le lyrique, surtout quand on vient d'outre-mer. Alors moi, je dirais qu'il n'y a pas de secret. Déjà, le chant lyrique est une discipline qui est très exigeante.
Donc, il faut être très autonome dans le travail et à la fois avoir une certaine curiosité, une certaine ouverture sur l'art dans sa globalité, pas uniquement le chant, mais on peut aussi s'imprégner aussi de la beauté des peintures, du cinéma, du théâtre, voilà. C'est un art global, en fait, où on a besoin de s'enrichir de différentes disciplines. Effectivement, il faut avoir un bon professeur, quelqu'un en tout cas qui sait nous entendre, nous voir, comprendre qui on est, comment on fonctionne, pour pouvoir nous amener à nous dépasser, à nous construire. On dit qu'un professeur de chant est un luthier, de la même façon que le luthier va façonner le bois pour construire un violon, le prof de chant va nous aider à construire notre voix, cette voix qui est à la fois si puissante et si fragile qu'on ne voit pas. Donc voilà, c'est intéressant. Et puis, je pense que par la suite, c'est important aussi de dire que c'est un travail de longue haleine et qu'il n'y a pas qu'une seule voix. On peut très bien être chanteur lyrique professionnel, être soliste, être chanteur de musique de chambre qui va faire plutôt des récitals avec piano ou avec petite formation, ou choriste, ou chanteur professionnel qui va faire des interventions en milieu scolaire, ou plusieurs choses, ou des projets un peu hybrides. Je pense qu'il y a plusieurs profils de chanteurs et ne pas être chanteur soliste, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui doit être considéré comme étant dévalorisant. Il y a plein de façons de vivre de son art et elles doivent toutes être considérées comme étant juste des choix épanouissants. Et je le dis parce que souvent, quand on voit des chanteurs de variété émerger, on se dit, tiens, lui, il a réussi parce qu'il a sorti un album ou il vient de passer à la télé et on ne le connaissait pas et tout d'un coup, quelques mois après, il a fait la nouvelle star et on le connaît. En fait, ça ne marche pas tout à fait comme ça. C'est plus long et il y a plein de façons différentes d'arriver à l'objectif de l'épanouissement. Vous avez toutes des albums, donc je crois que Carole, après 25 ans de carrière, tu as sorti combien d'albums depuis? Alors, en Guadeloupe, je n'en ai sorti qu'un seul parce qu'en fait, j'ai beaucoup privilégié des concerts sur le terrain. En 2010, j'ai fait dans toutes les communes de la Guadeloupe, j'ai initié un projet de concert de chant lyrique sur la place publique, c'est-à-dire redonner à l'opéra toute sa dimension populaire. Parce que la Guadeloupe, c'est aussi des dépendances. J'ai été à Marie-Galante également plusieurs fois pour chanter du chant lyrique. Donc, j'ai vraiment privilégié le spectacle vivant, j'ai vraiment privilégié les concerts sur le terrain et si possible, en sortant au plus, du mieux que je pouvais, des salles où c'est tellement confortable de chanter parce que c'est beau, parce que l'acoustique et la technique est à notre disposition, ou des églises qui vous permettent d'habiter véritablement les chants. Mais j'ai vraiment privilégié ça. C'est ce que je fais vraiment depuis 25 ans. Et je rejoins tout à fait ce que dit Marie-Laure. Je crois que nous, ultramarins, nous avons cette mission double. Alors, d'une part, évidemment, pour ceux qui font carrière de manière professionnelle, de se tisser un réseau influent, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Lorsque Fabrice Di Falco propose Voix des Outre-mer, ça a le rayonnement que ça a, aussi parce qu'on a la chance qu'il ait ce réseau influent dans l'Hexagone, ce qui permet aux chanteurs ultramarins qui font partie de cette aventure d'avoir une vraie visibilité et à la télé, et en radio, et sur les territoires. Donc, les chanteurs lyriques ont cette double mission de se tisser eux-mêmes ce réseau influent pour pouvoir exister, mais également, et je les appelle de tous mes voeux, et ça se fait de plus en plus de toute façon, de manière très naturelle, de revenir chez eux quand ils le peuvent pour pouvoir donner des prestations, parce que c'est vrai que nous manquons de spectacles. Lorsque Caribe Opéra
propose des opéras avec une scène où il y a 100% d'ultramarins dans ses chanteurs, parmi ses chanteurs. C'est une merveille et c'est vrai qu'on se reconnaît à travers eux. C'est vrai que ça suscite des vocations et c'est un cadeau inestimable pour nous. Donc, moi, je crois que, en tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. Je crois qu'il faut, avant d'attendre toujours que ce soit l'autre qui nous sollicite, il faut aussi créer l'événement autour de soi. Créer l'événement, c'est-à-dire, non pas pour se faire valoir soi et soi, mais pour dire, voilà, j'existe, voilà ce que je sais faire, je vous montre ce que je sais faire parce que j'initie des projets et en espérant se faire remarquer. Se faire remarquer pour les chanteurs professionnels que sont Clara et Marie-Laure, pour exister à travers des productions plus grandes où il y a une plus grande visibilité. Et moi, ce que je les invite à faire, je pense que c'est ce qu'elles font déjà d'ailleurs, et tous ceux qui arrivent, et ils sont nombreux, je les invite vraiment à ça. N'attendez pas toujours qu'on fasse appel à vous, mais faites-vous, valorisez-vous aussi à travers des projets que vous aurez initiés, parce que vous êtes chanteur, certes, mais vous pouvez également organiser des manifestations pour faire découvrir votre art et pour faire découvrir votre savoir-faire. Je crois que toi, tu pars à La Réunion, non excuse-moi. Carole, excuse-moi, parce que justement, Clara, j'aurais bien aimé que tu réagisses là-dessus. Ouais, Toi, tu es pas dans la production également de spectacles. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot par rapport à ça, ce que tu es en train de faire en ce moment? Justement, en fait, je rebondis. Effectivement, je vous rejoins là encore, mais c'est vrai que c'est important de pas attendre non plus que les choses arrivent et de créer, de lancer le mouvement, d'initier des choses. Et effectivement, moi, l'été dernier, j'ai monté un projet un peu original qui consistait à mettre un piano à queue sur une barge ostréicole, donc sur la mer. Et donc voilà, ce contraste entre le piano ancien, un beau piano et rare, avec une barge où on met d'habitude des huîtres qui voyagent d'une berge à l'autre, voilà, de contraster donc la chanteuse en diva sur la mer, dans un lieu naturel qui du coup devient un théâtre, un écran naturel, mais comme aussi voilà, un peu ces opéras baroques, un peu la coquille avec la perle. Enfin, voilà, j'ai eu envie de faire ce contraste et aussi, en fait, je pense que peut-être que c'est le fait d'être originaire des Outre-mer qui nous porte à cœur de développer aussi et de pas simplement chanter dans des très belles salles pour un public déjà conquis et acquis, en fait, mais de simplement vouloir diffuser un maximum notre art parce que un jour, on a été touché par celui-ci et en fait, on ne venait pas forcément de ce milieu-là. Et je pense que quand on est des Outre-mer, c'est encore plus difficile et délicat finalement d'y accéder. Mais heureusement, les choses changent. Et du coup, en fait, moi, c'est vrai que ça me porte à cœur voilà, d'aller auprès de publics qui à la fin, vont timidement, pour certains, me dire en fait, c'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça m'a touchée. Je n'avais jamais encore entendu de voix lyrique, ça m'a plu. Et finalement, voilà, ce projet de l'été dernier, qui en plus était finalement pendant la crise sanitaire, donc c'était un peu aussi une façon inespérée de rejouer parce que tout s'est arrêté et que là, pour l'été, on a pu réouvrir des choses et le fait d'être en extérieur, c'était possible. Ça m'a semblé important finalement d'aller auprès du public et pas que ce soit simplement le public qui vienne à nous aussi. Parce que donc là, c'était sur des plages. Je me suis retrouvée donc à l'île aux Moines dans le golfe du Morbihan à chanter avec des gens qui finalement n'étaient peut-être même pas au courant qu'il devait y avoir un concert 3 heures plus tard. Et puis ils étaient en train de se dorer sur leurs serviettes, les enfants en train de faire du paddle ou de jouer. Et je me suis retrouvée en fait avec un public face à soi sur la plage, mais aussi des enfants qui jouaient dans l'eau et des bateaux qui passaient par là, qui finalement ont posé l'ancre et écoutaient. Enfin, c'était en fait même pour moi, il faut reconnaître qu'il y avait un certain plaisir aussi d'être en plein air, d'être avec ce cadre. Mais voilà, je pense que c'est important aussi pour nous qui venons des Outre-mer et pour qui
voilà, le fait de l'eau, les îles, enfin, c'est important, il y a un truc comme ça. Et puis, bah, ouais, de développer notre art. Et ça rejoint aussi ce que disait Marie-Laure, dans le sens où faire une carrière, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que c'est simplement être soliste et à pouvoir chanter à Garnier, ou est-ce que c'est pas aussi bah, se confronter dans des projets a cappella, en ensemble réduit, dans une petite chapelle, aussi monter un projet où on va être à 2 ou 3, en extérieur, à l'intérieur, participer à un opéra. En fait, on n'est pas forcément... on a plusieurs facettes finalement, et le but, c'est de les exprimer toutes. Et aussi, c'est en essayant qu'on se découvre et qu'on se construit aussi un peu plus. Donc voilà, c'est un art qui est très riche aussi. Et comme le disait Marie-Laure, c'est pas simplement la musique. Finalement, on s'inspire aussi bah, d'un coucher de soleil, d'une œuvre, d'une peinture, de ce qui nous a construit aussi, de là d'où on vient. C'est hyper important. Je pense que nos racines, elles jouent. Moi, c'est vrai, au début, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais au début, j'avais du mal à dire que je venais des Outre-mer, en fait. J'avais du mal à dire, bah oui, je suis réunionnaise. Il y avait ce truc où j'avais une espèce d'inconscient où il fallait que je cache, que je le dise pas, en fait. Et finalement, maintenant que je suis insérée dans cette profession, en fait, je suis fière de dire oui, je suis réunionnaise, oui, je suis du territoire des Outre-mer. Et oui, je fais du chant lyrique, et oui, je veux le diffuser au plus grand nombre, parce que moi, c'est ce qui me touche, et moi, c'est la façon dont je me sens importante, je me sens exister. C'est ma façon de transmettre, en fait. Donc voilà, c'est pour rebondir. Mais Clara, excuse-moi, par rapport à quoi en fait tu étais gênée par le fait de dire que tu étais originaire de La Réunion en termes de positionnement? Je ne sais pas, il y avait une espèce d'inconscient où j'avais l'impression que bah, le chant lyrique, voilà, c'est un espèce de truc où il faut être parisien du 16e pour aller à l'opéra. Voilà, il y avait parce que, par pure méconnaissance aussi, parce que c'est vrai que voilà, venant des Outre-mer, moi je suis arrivée en métropole à l'âge de 20 ans, donc j'ai vu mon premier opéra en live à 20 ans. J'étais étudiante, j'ai fait la queue 3 heures dans le froid pour aller voir la Bohème, où Nathalie Dessay chantait. Et donc, enfin voilà, c'était, il y avait ce côté un peu fou pour avoir des places. Je crois que à l'époque, c'était 5 euros. Mais voilà, il fallait faire une queue pour être sûr d'être dans les 15 premiers et d'avoir la place. Enfin, voilà, il y avait un truc un peu magique et féerique. Et un peu ce côté, bah, en fait, c'est vrai que est-ce que l'opéra, c'est accessible pour tout le monde ou quoi? Et finalement, bah, petit à petit, enfin, je me suis rendu compte que parfois aussi, comment dire, on met des choses qui n'existent pas, en fait, parce que Logique, quoi. c'est ça, en fait. Et l'opéra, je me suis rendu compte que bah, l'opéra, il est accessible à tous. Il y a des choses, même les théâtres qui sont subventionnés, ils ont la possibilité de faire plein de choses pour élargir leur public, justement pour faire en sorte que des publics défavorisés puissent quand même venir, notamment justement avec l'Orchestre Demos et la Philharmonie, mais même à l'Opéra de Paris, ils font venir des enfants écouter des spectacles. Maintenant, il y a la catégorie jeunes où ils peuvent accéder à l'avant-première. Enfin, il y a plein de choses mises en place. Mais après, voilà, c'est toujours pareil. C'est jamais suffisant. Et à nous aussi de faire des choses, de construire. Et voilà, je parlais tout à l'heure de maillage, mais je pense que c'est vraiment essentiel, en fait. On a tous possibilité à notre échelle de faire quelque chose. Et donc, voilà. Et ensuite, c'est ça, par ce maillage, l'union fait la force finalement aussi. Il suffit de le vouloir. Exactement. Et finalement, c'est la façon dont on oriente sa pensée, c'est ça, le mot que j'ai oublié tout à l'heure, c'est ça, d'éviter d'être dans des croyances, en fait. Tout à l'heure, finalement, L'imitation de nos pensées. exactement, mais même les croyances, c'est ça qui bloque. Je pense que effectivement, enfin voilà. Ouais.
Alors, peut-être Marie-Laure, enfin, je ne sais pas qui veut reprendre le cours. Est-ce que vous avez envie de réagir, Marie-Laure ou Carole Venutolo, par rapport à ce qu'elle était en train de dire, Clara? Moi, je suis très sensible à ce que Clara vient de dire parce que, justement, comme je suis un tout-terrain du chant lyrique en Guadeloupe, c'est le cas de le dire, et où je chante dans des lieux absolument insolites, l'idée qu'elle émet est absolument magnifique et je crois que ce Covid qui nous a privés de tous nos chants, entre guillemets, nous a également obligés à sortir de nos zones de confort et à réinventer nos lieux d'expression. Et en fait, c'est exactement ce que je propose également en Guadeloupe, de chanter en plein air, de chanter dans la nature. Et on se rend bien compte, et je partage tout à fait ça avec toi, Clara, de cette jouissance qu'il y a de chanter en toute liberté en extérieur pour un tout public que l'on arrive à conquérir. Parce que c'est vrai que les 400-500 personnes acquises à cette cause qui sont là, on est tellement content de les voir et de les revoir, mais la mission va bien au-delà de cela. La mission, c'est de convaincre. La mission, c'est de faire découvrir quelque chose à des personnes qui se croyaient exclues de ce type de musique. Et moi, c'est ce qui me passionne. Lorsque je chante sous le marché aux épices d'une des communes de la Guadeloupe qui s'appelle Port-Louis, et qu'il y a des jeunes qui sont à quelques centaines de mètres et qui, au fur et à mesure du concert, se rapprochent, des gens qui, a priori, voilà, n'auraient jamais été intéressés par ça. Et qu'à la fin du concert, ils me disent, mais alors, madame, on peut dire qu'on a été à l'opéra, alors, puisqu'on a écouté un concert d'opéra. Et que je dis en créole, mais c'est super, mais bon, mais la prochaine fois que vous passez, vous nous dites, hein, vous nous bipez et on vient. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on chante aussi. C'est pour convaincre, c'est pour diffuser toute cette beauté. Et je suis très sensible au parallèle que vous faites toutes les deux entre les arts en général, parce qu'il y a de vraies passerelles. Moi, je suis très sensibilisée actuellement et pour cause à la poésie, mais il y a de vraies passerelles entre tous ces arts. Et d'ailleurs, l'opéra qui est du théâtre chanté n'en fait pas l'économie, puisqu'il y a toute une industrie autour. Il y a le maquillage, il y a le costume, il y a le décor, il y a tout. Donc, je crois qu'un artiste lyrique, vraiment, c'est un artiste complet. Et c'est ce pourquoi certainement il n'arrêtera jamais de se former jusqu'à la fin de sa carrière. C'est parce qu'il y a énormément de chants, chants CHAMPS à explorer dans le cadre de notre chant CHANT. C'est magnifique tout ça. Merci. C'est intéressant. Et pour rebondir par rapport à ce que vous disiez justement, il est comment le public outre-mer, le public des territoires par rapport, on dirait qu'est-ce qu'il y a vraiment un public ou est-ce qu'il y a encore vraiment des choses à travailler pour pouvoir que dans nos territoires, on connaisse un peu mieux finalement le chant lyrique? Moi, je pense qu'il y a un vrai public, en tout cas en ce qui concerne la Guyane. Il ne m'est jamais arrivé de venir chanter en Guyane et de ne pas avoir ça le comble, quel que soit le lieu. Je pense que les personnes trouvent ça suffisamment exceptionnel pour se déplacer, suffisamment beau pour se déplacer, suffisamment touchant également, même s'ils ne connaissent pas forcément les compositeurs ou les œuvres que l'on interprète. Ils savent d'emblée qu'ils vont passer un bon moment et qu'il faut qu'ils soient au rendez-vous, en fait. Je crois vraiment dans le fait que les personnes aiment ce chant, cette façon de chanter. Ils se laissent bien volontiers toucher. Et malheureusement, parfois, on se laisse un peu influencer par les a priori de quelques-uns en disant oui, mais enfin, on ne va pas trop en faire parce qu'en fait, il n'y aura jamais assez de personnes pour remplir les salles. Alors qu'au final, le public fait mentir ses préjugés, ses a priori, puisqu'il est toujours au rendez-vous. Donc, j'ai envie de dire que plus on sera nombreux à pouvoir faire exister différentes formes, que ce soit le concert classique comme on l'entend habituellement,
ou alors des mini-spectacles hybrides ou des interventions en milieu scolaire, sur le marché, sur une barque, quel que soit. Et plus, en fait, les gens seront conscients que dans chaque département, eh bien, il y a des personnes qui font rayonner cet art et qui n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir le partager avec le plus grand nombre. Et pour le coup, oui, j'aime pas trop quand j'entends, oui, mais enfin, aux Antilles ou je ne sais pas, globalement, dans les Outre-mer, ça ne vit pas l'art lyrique. Et je dis, mais comment vous pouvez dire ça? Je suis extrêmement choquée d'entendre ce genre d'a priori parce que j'ai vu de mes propres yeux, depuis que je suis toute petite, à quel point l'art lyrique a sa place dans le paysage. Oui, moi je confirme ce que tu dis. C'est vrai que en 2017, j'avais organisé un concert complètement libre dans une grande église à l'île de la Réunion. J'avais essayé de faire un maximum de pub pour, voilà, pour inviter les gens qui voulaient venir l'écouter. Et l'entrée était libre. Et du coup, ça avait réuni en fait 600 personnes. Donc c'est bon, c'est une très grande église hein, à la rivière Saint-Louis. Mais c'est vrai que enfin, c'était incroyable. Il y avait ce public et les gens sont demandeurs en fait. Et pourquoi ils sont demandeurs? Parce que mine de rien, bon, là je fais la vente de notre art du chant lyrique, mais en fait, parce qu'on transmet quelque chose de naturel et de vibrant. Et ça, en fait, on ouvre déjà nous-mêmes notre cœur et ça atteint directement. Souvent dans la musique, on dit que la voix, c'est quand même ce qui nous touche le plus. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, la voix, elle transmet autre chose et au-delà du piano, de la flûte. Alors, on dit que le violoncelle, c'est ce qui se rapproche justement le plus de la voix humaine. Donc, enfin, il y a quand même, je pense, il faudrait faire peut-être des études ou des choses, chercher des articles, mais il y a vraiment un lien en fait avec la voix humaine et le fait d'être transmis en direct et sans micro, sans voilà, derrière en fait, on ouvre un cœur et on transmet quelque chose directement et les personnes, ça les touche forcément en fait. Donc effectivement, derrière la mission, c'est justement de l'ouvrir à tous parce qu'effectivement, il y a des gens qui se croient exclus et qui se disent ah mais non, le lyrique c'est pas pour moi. Mais en fait, à partir du moment où ils ont écouté, ils sont quand même touchés. Et quand je dis touché, ça ne veut pas forcément dire être ému aussi, n'être qu'ému par la beauté. Ça peut aussi être ah mais là il y a un truc qui m'a gêné. En fait, c'est créer de l'émotion. Ce qui est important finalement, à partir du moment où on crée une émotion, je pense que c'est un pari déjà gagné. Voilà. Carole? Moi, je suis convaincue que je lisais encore dernièrement un très beau texte dans lequel il y avait noté la musique est un lieu spirituel, le chant est un acte spirituel. Et vraiment, je crois que nous qui sommes chanteuses lyriques et qui sommes habités par cette beauté du chant et de la musique, je crois que cette beauté-là, nous la transmettons. Et personne ne peut rester insensible à cela. Il y a une vraie communication, une vraie communion entre le public et nous, quel qu'il soit, de quelque origine qu'il soit, de quelque horizon qu'il soit. Et ces vibrations-là parlent à notre conscient et à notre inconscient. Et c'est pour cela qu'on n'a pas besoin d'être forcément un grand connaisseur de musique classique ou de chant lyrique pour pouvoir l'apprécier, pour pouvoir ressentir cette émotion que nous transmettons. Et je trouve que c'est véritablement pour ces deux chanteuses lyriques, Marie-Laure et Marie-Laure et Clara, c'est véritablement une bénédiction. Moi, je vis ça comme ça, de pouvoir vivre de cet art et pouvoir tous les jours se dire qu'on va faire quelque chose de merveilleux, qu'on va transmettre aux gens quelque chose de merveilleux. Il y a certes beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire et à la rigueur, c'est ce pourquoi c'est passionnant. Si tout était fait, bon. Allez, nous, on a beaucoup de choses à faire, en tout cas en Outre-mer. Et c'est ce pourquoi c'est passionnant, c'est ce pourquoi on se réveille tous les jours pour se dire que voilà, on va créer de la beauté, on va créer des passerelles, on va démocratiser ce chant lyrique et de manière très pédagogique, faire comprendre aux gens que même si
En tout cas, pour moi, en Guadeloupe, c'est comme ça que je le vis, même si ce n'est pas notre culture d'origine, même si ce n'est pas notre musique d'origine qui correspond à notre culture d'origine, mais on peut se l'approprier et on ne doit pas se fermer. On doit être tout à fait ouvert à toutes ces influences extérieures parce que tout cela fait de nous des gens extrêmement riches. Nous sommes déjà très riches en Outre-mer avec toutes les influences que nous avons. Ne pas se fermer à cela, s'intéresser à cela. Et pour moi, la liberté, c'est d'avoir le choix. Donc, lorsque nous allons au plus près du public et nous n'attendons pas qu'ils viennent toujours à nous et que nous allons vers lui, nous leur donnons le choix également de dire j'aime ou je n'aime pas parce que j'ai entendu, j'ai découvert. Mais en général, et là, je vous fais un petit clin d'œil, les filles, je sais qu'on fait toujours aimer le chant lyrique. Non, c'est clair. En tout cas, merci. Je pense qu'on arrive à plus d'une heure de discussion et d'échange. Si vous avez des choses à rajouter, avec grand plaisir. Mais en tout cas, ça a été très enrichissant pour nous qui ne sommes pas forcément des connaisseuses. Hein. Enfin, je veux dire, on a bu, on a complètement été… vu vos paroles, donc on était complètement en extase devant tout ce que vous disiez parce que franchement, c'était passionnant. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter ou à préciser. Moi, j'aurais une petite question. J'aurais une petite question pour Marie-Laure Garnier par rapport à la victoire de la musique que tu as gagnée. On parlait tout à l'heure, donc déjà, de la reconnaissance que ça représente voilà, pour toi. Et aussi, par à ce qu'on disait tout à l'heure et qu'on a eu l'occasion d'évoquer, c'est-à-dire le fait que ça fait quand même de toi un modèle hein, aussi, d'inspiration pour plusieurs générations voilà, de jeunes chanteurs ou chanteuses lyriques. Comment est-ce que toi, tu visualises les choses hein, et comment tu le ressens? Quels sont les retours que tu as? Et effectivement, je pense que ça ne peut qu'être encourageant pour les générations à venir, enfin les chanteurs qui sont déjà en train de se former, qui sont ultramarins et puis tous les autres en fait. Je pense que au-delà des Outre-mer, je pense que il y a beaucoup de personnes qui se sentent entre guillemets laissées de côté ou exclues de cet art-là, qui pourraient tout à fait se reconnaître dans le fait qu'une jeune chanteuse venue d'Outre-mer reçoive cette récompense. Je pense aussi que c'est un message très positif dans le sens de ce qu'on a déjà dit, c'est possible. Les choses sont en train de bouger, même si elles ne sont pas visibles, même si elles ne sont pas palpables. De sources sûres, on va y arriver tous ensemble parce qu'on est déjà tous un peu à l'œuvre, que ce soit par le biais de Caraïbes Opéra, que ce soit par le biais du concours Voix des Outre-mer et tous ceux qui sont déjà à l'œuvre. Moi, j'ai envie de les saluer parce que souvent, et moi la première, on dit beaucoup qu'on manque, mais on oublie de dire que voilà, il y en a déjà qui sont à l'œuvre depuis de nombreuses années. Moi-même, je donnais des masterclass déjà il y a quelques années en Guyane, et pour autant, ça ne suffit pas. En fait, on n'a pas encore assez de choses pour faire exploser le chant lyrique dans les Outre-mer, mais en tout cas, c'est un vrai encouragement qu'apporte cette victoire. Et puis, j'ai envie en fait, je crois que je ne ferai que répéter ce qui a déjà été dit. C'est possible, ça touche tout le monde, à tous les âges, toutes les formes doivent exister. Et le chant lyrique est une voie de richesse, d'épanouissement, d'ouverture, et libre à chacun de se l'approprier. Merci beaucoup. Et la dernière chose que je voulais savoir, c'est, on est dans une période un peu compliquée, hein, là, pour tous les artistes et les gens qui vivent de la scène. Je voulais savoir comment cette période un peu de Covid, vous l'avez vécue, vous la vivez, et quels sont voilà, les que vous voulez déployer voilà, une fois qu'on revient à des cieux un peu plus cléments.
Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que plusieurs projets de concerts ou de spectacles qui avaient été programmés ont pu être captés ou diffusés sur les ondes. Donc du coup, ça nous a permis, en tout cas avec les partenaires avec lesquels j'ai eu l'occasion de jouer, de nous retrouver autour de la musique. Et c'est ce qu'on fait de mieux, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui fait du bien. Donc, c'est une chance énorme de pouvoir monter sur scène, même s'il n'y a pas de public. Ça renforce d'autant plus, évidemment, l'envie de monter sur scène avec du public. Se rendre compte que, évidemment, le public fait partie constituante, ça se dit ça, fait partie intégrante du spectacle. Et que chanter pour des caméras, évidemment, ça pallie un manque, mais ça ne peut pas devenir une norme. Et puis, effectivement, se re-questionner sur les différentes formes que l'on emploie pour faire exister cette forme artistique. Peut-être développer plus les petites formes comme celles que suggéraient Carole et Clara, et puis dans des lieux un peu insolites, dans des lieux qui n'ont peut-être pas l'habitude d'accueillir du public et qui ne permettront pas d'avoir des assemblées en grand nombre, mais qui permettra cette proximité que l'on a perdue, cette chaleur, cette intimité que l'on a perdue avec le public. Et voilà. C'est vrai que pour reprendre Marie-Laure, c'est vrai que voilà, notre art, le chant lyrique, ça reste quand même, on fait partie voilà, des spectacles vivants. Et donc, toutes ces solutions qui ont été trouvées jusqu'à présent, à savoir la captation, l'enregistrement, ça ne vaudra jamais en fait un live. Et c'est vrai que c'est une période qui est compliquée pour nous tous parce que forcément, interdiction de jouer devant du public. Donc, en même temps, il faut continuer d'avancer. Et un chanteur qui ne chante pas, c'est un chanteur qui meurt. Donc, on a besoin de continuer à s'entraîner, de garder le moral aussi chez soi, de se dire, bon, ok, j'ai pas de production, mais je continue de m'entraîner. Je continue éventuellement même mon coaching vocal en visio. Enfin, c'est vraiment une période assez compliquée. Je pense qu'elle est dure pour tout le monde. Elle est dure pour le milieu de la culture. Elle est dure pour les musiciens et particulièrement pour les chanteurs. D'autant plus que voilà, un musicien, par exemple, qui est embauché dans un orchestre, il y a aussi cette partie financière finalement qui intervient parce que le musicien d'orchestre, il continue d'être rémunéré, tandis que le chanteur, il est rémunéré au cachet. Donc, s'il ne joue pas, il n'est pas forcément payé. Tout le monde n'est pas intermittent. C'est un statut quand même qu'on a la chance d'avoir en France, mais tout le monde ne l'a pas forcément. C'est difficile de l'avoir, à moins de chanter dans des chœurs ou de faire des grosses productions qui permettent un certain nombre d'heures. Donc, je pense que voilà, et je pense aussi justement aux jeunes qui arrivent et qui sont étudiants au conservatoire, par exemple, ou qui prennent des cours. C'est compliqué de se dire, alors est-ce que je me lance vraiment là-dedans? Parce que comment je vais m'en sortir financièrement? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Est-ce que je vais pouvoir chanter? Franchement, moi, je pense à eux aussi et je me dis, mais c'est hyper galère, quoi. C'est vrai que déjà, nous, on a du mal à continuer d'exister. Donc, voilà, mais voilà, il faut quand même garder de l'espoir et on est là aussi pour ça en tant qu'artiste. Donc, à nous aussi de porter le flambeau et de continuer voilà, de dire c'est possible et on va s'en sortir, on va y arriver. Donc, heureusement, c'est vrai, il y a des captations, il y a des choses qui s'inventent, des concerts en live numérique, mais c'est pas, ça ne peut pas être la définition du chant, des chanteurs. Et voilà, c'est vraiment, on est des artistes, on fait du spectacle vivant, c'est devant un public pour transmettre à cœur ouvert. Voilà. Carole, si tu veux rajouter quelque chose.
Quelle transition à cœur ouvert. En fait, oui, moi, je partage tout à fait ce que vous dites. La période est cruelle. Moi, je trouve que c'est une grande cruauté qui est faite aux artistes parce que le monde artistique paye le prix fort et certainement le prix le plus fort de ces confinements et de ces restrictions sanitaires. C'est un monde qui se meurt s'il ne peut pas s'exprimer, qui se sent absolument censuré dans l'expression de son art, de ses arts. Et bien sûr qu'on va s'adapter, mais en aucun cas, ça ne peut être satisfaisant, ni pour nous, ni pour le public, qui est également demandeur parce que le public qui vient, c'est également du rêve, c'est également de quelque chose qui est transcendant que nous leur transmettons. Et tout ça est tout à fait contrarié actuellement. Moi, j'ai bon espoir que les choses vont évoluer. En attendant, bien sûr, qu'on va s'adapter, mais on espère autre chose parce que d'abord, on a connu autre chose. Et parce qu'on a connu autre chose, on sait faire la différence. Et moi, j'appelle véritablement les politiques publiques à prendre en compte non seulement les problématiques des artistes, mais à véritablement comprendre à quel point l'art est fondamental dans nos sociétés. L'art sous toutes ses formes. Le chant, la voix, c'est l'instrument naturel par excellence. Ça parle au cœur des hommes. Parler au cœur des hommes, ça reste notre mission première. À nous les artistes, et j'en appelle vraiment aux politiques publiques de prendre cela en compte et en considération. Marie-Laure, je voulais te dire toute la fierté que nous avons ressentie lorsque tu as gagné ces victoires. Je te l'ai écrit sur Facebook, mais je voulais te le dire parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger. On était subjugués par ta prestation, par le chant, mais avec toi, nous avons gagné. Nous avons tous gagné quelque chose avec toi à travers ta victoire. Et chaque fois que l'un d'entre nous des Outre-mer gagne quelque chose, est représenté, c'est tous les Outre-mer qui gagnent. Merci pour ça. Et Christane Edapierre était la première chanteuse lyrique noire à exister d'un point de vue international, la première chanteuse noire française. Je te souhaite cette carrière-là. Clara, je te la souhaite également. Et moi, ce que je souhaite en dehors de tout ça, c'est qu'un jour, on puisse se rencontrer quand les conditions seront favorables et que nous puissions nous exprimer ensemble parce que depuis tout à l'heure, nous parlons d'une même voix en réalité et nous sommes sur la même longueur d'onde. Et voilà, même si nous sommes éloignés par des milliers de kilomètres, nous avons quelque chose de commun, nous avons un socle commun. C'est l'amour de nos territoires, c'est l'amour du chant. Et en cela, je crois que nous devrions nous rencontrer. Le rendez-vous des belles dames, donc en présentiel avec un superbe récital de vous trois ou d'autres encore, donc ça serait merveilleux. Avec grand plaisir en tout cas, c'est clair, vraiment. Avec ça sera possible en tout cas, le rendez-vous sera pris, mais voilà, à un autre rendez-vous. Et merci Jennifer et Cynthia de nous avoir réunis justement. Ouais. C'est un plaisir pour nous, c'est un plaisir de vous écouter et très enrichissant aussi. Très agréable et très inspirant. Vous avez eu des très beaux mots, une très belle conclusion, paroles là, pleine de beauté, d'espoir, de très belles choses. Et puis voilà. Et puis nous, on vous souhaite voilà, de pouvoir retourner sur scène rapidement. Et en tout cas, merci vraiment de nous avoir fait passer ce très très bon moment et de nous avoir vraiment partagé votre univers en fait, ce que vous êtes et puis la passion que vous avez vraiment pour votre métier. C'est toujours très très inspirant et enrichissant d'être avec des gens de passion en fait. Donc je pense que Jennifer, tu partages ça aussi. Parfaitement. En tout cas, merci encore. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir effectivement se retrouver en présentiel prochainement, très prochainement. On se le souhaite toutes. Voilà. Parce que ça fait un petit moment Carole, qu'on ne s'est jamais vu, mais en tout cas, voilà, je veux dire, tout ça fait partie d'un même état d'esprit, on va dire, de vouloir rassembler, de vouloir faire en sorte que demain soit un petit peu meilleur. Voilà. Merci beaucoup, Jennifer. Merci. Donc, voilà. Et puis, merci à toutes les personnes aussi qui nous ont suivis et puis qui ont partagé ce petit moment avec nous. Merci encore et à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.